Sunday Night Production. Dans cet épisode, réalisé à Chamonix à l'occasion du Nike Trail Camp, nous allons voir comment nos peurs, nos préjugés et notre histoire personnelle peuvent façonner nos expériences dans le sport. Et avec Sarah, créatrice de contenu, Zoé et Anaëlle Malherbe, préparatrice mentale à l'INSEP, nous allons briser les stéréotypes autour de la pratique du trail running et peut-être même changer la perception que vous avez de vos propres capacités. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial enregistré depuis le Nike Trail Camp à Chamonix. Et si nous avons fait le déplacement jusque dans les Alpes, eh bien c'est pour aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, les croyances limitantes et les préjugés autour de la pratique du trail running. Et aujourd'hui, nous allons explorer la manière dont notre esprit peut être un allié mais aussi un obstacle à notre pratique sportive, comment notre histoire personnelle, notre environnement peut conditionner notre perception du sport. Et pour explorer tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir deux athlètes. La première est une coureuse amateur qui cherche à repousser ses limites et ses doutes. Elle est membre de la communauté de coureurs Nike qui décloisonne la pratique du trail. Salut Zoé, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Hello, top, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Moi, je suis ravi de t'accueillir et ma seconde invitée est Sarah, dont l'histoire nous montre à quel point la course à pied peut être un sport imprévisible. Après des débuts difficiles, elle pensait que la course à pied n'était pas faite pour elle et pourtant aujourd'hui, elle se découvre une nouvelle passion pour le trail qu'elle aime partager sur ses réseaux sociaux. Salut Sarah, comment ça va toi aujourd'hui ? Pas trop fatiguée après ce petit stage intensif de trail ? Un petit peu fatiguée mais très heureuse d'être là aussi. Bon moi aussi je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est vrai que je vois un peu l'essor du trail, de la course à pied et puis cet essor, cette popularité du trail, elle se joint avec une diversification des profils et tout ça c'est assez intéressant à étudier. Et justement aujourd'hui, on va plonger dans un thème passionnant, c'est les fameuses croyances limitantes. Je sais pas si vous avez déjà connu ça, mais vous savez, c'est ces petites voix qu'on a en tête et qui nous dit qu'on peut ne pas être à la hauteur pour réaliser telle ou telle chose ou qu'on va pas y arriver parce qu'on n'est pas peut-être suffisamment assez doué. Et on va voir comment notre histoire, notre vécu peut aussi influencer toutes ces petites voix qu'on peut avoir au fond de soi. Mais du coup, pour commencer cet épisode, moi j'ai une première question que je vais vous poser à toutes les deux, mais je vais commencer par toi, Zoé. On a tous un souvenir assez précis de la première fois qu'on a pratiqué du sport. Est-ce que toi, tu te souviens, ton premier souvenir de sport, quelle est-elle ? Je dirais que c'était vraiment à l'école primaire, je pratiquais de l'athlétisme parce que j'avais des grandes jambes et que je courais vite. Et c'était une discipline vraiment diversifiée et j'ai adoré ça. Et c'est vrai que j'ai continué pas mal d'années après et pour moi c'était la discipline la plus marquante dans ma jeunesse. Donc tu as commencé par l'athlé alors ? Ouais, tout à fait. T'as été en club ou Ouais, j'étais en club et après ça m'a joué des tours, j'ai pas trouvé le club parfait pour moi et qui me convenait, dans lequel j'ai réussi à me développer. Mais j'ai adoré découvrir toutes les disciplines de l'athlé. Sarah, toi je crois savoir que la course à pied et toi c'était une histoire un petit peu compliquée. Comment toi t'as découvert un peu ce sport et quel souvenir tu en gardes ? Alors moi, c'est très jeune que mon père m'a inscrite dans un club d'athlé de ma ville. J'avais peut-être 7 ans et c'est là où j'ai découvert et que je n'ai pas du tout apprécié cette pratique sportive, je vous avoue. Et à côté de ça, à l'école, bien sûr, on avait des événements comme le cross, etc. qui nous initiaient à la course. Mais franchement, je n'avais pas une bonne expérience de ce sport et du sport de manière générale dans mon enfance. Vous avez toutes les deux pratiqué la course à pied, le cross, c'était au collège ? J'avais pas des grandes jambes pour le coup, moi, pas trop. C'était gâté. Mais vous avez tous pratiqué un peu le Ouais. cross des collèges, l'athlé sur piste, c'était un peu votre première rencontre avec ce sport, c'est ça ? Ouais. Et quel souvenir vous en gardez justement de cette initiation un peu au running ? Parce que souvent quand tu poses la question aux gens, ils peuvent avoir parfois un souvenir assez amer. C'était plus contraignant qu'autre chose. Moi, j'ai pas forcément un souvenir très positif, très amusant en fait, de manière générale de l'athlétisme à l'école, du sport à l'école, et encore moins du cross. C'était le passage obligé. Tu pouvais pas déroger à cet événement-là. Et aujourd'hui,
je me revois pas en étant heureuse dans cet événement-là. Et est-ce que tu penses justement que tes a priori que tu avais sur la course à pied, c'est lié à cet historique, à l'EPS, les cours Complètement, parce que c'était le passage obligé dans la semaine. Tu faisais, je sais plus si c'était 1 heure ou 2 heures de sport dans la semaine quand t'es petit, et c'était juste le passage obligé où tu ne pouvais pas, à part si tu avais une dispense, éviter cet exercice-là, tu vois. Et il n'y avait pas de, on n'exposait pas les bienfaits du sport, on nous obligeait juste à faire un sport, tu devais faire telle chose, machin, et t'étais évalué sur ça. Il n'y avait pas d'aspect positif qui était développé autour de ces pratiques-là. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte finalement quand je discute avec les gens, et plein de gens n'aiment pas courir. C'est le goût de sang dans la bouche, ça nous renvoie un peu à ce genre de choses. Et ça, quand tu demandes pourquoi, en fait, c'est systématiquement, en fait, l'EPS, quoi. Les gens ont un rapport par rapport à ça. Et moi, je me souviens, j'ai même rencontré, dans des événements, des personnes qui couraient et tout, et qu'on initiait un peu à la pratique du running. Et j'ai vu des jeunes hommes, des jeunes femmes se mettre à pleurer, en fait, parce que ça leur renvoyait à la difficulté qu'ils avaient à l'école. Et le prof de sport qui allait bouge-toi, tu vas faire l'EPS. Et puis, elles ont tellement subi ça qu'ils ont gardé vraiment des a priori hyper négatifs jusqu'à en finir en pleurs parce que ça les a renvoyés de moments très, très douloureux, quoi. C'est dingue. Une sorte de traumatisme, en fait, lié à ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment frustrant parce que le but premier de l'EPS, quand on en réfléchit bien, ça devrait plutôt d'inspirer la passion du sport, d'inculquer les valeurs, les bienfaits du sport. On devrait expliquer justement aux enfants pourquoi c'est important pour leur santé physique, pour leur santé mentale de pratiquer de l'activité physique. Mais j'ai l'impression que les cours d'EPS, en fait, ça va plus dégoûter les enfants que ça va les motiver à faire du sport. Et le but du sport scolaire, c'est pas que les enfants sachent faire 3 fois 500 mètres sur une piste, tu vois, une allure régulière. Ça a pas de sens, en fait, d'essayer de juste voir ça par le prisme de la performance. Et on fait pas de pédagogie, tu vois, on n'explique pas aux enfants pourquoi c'est important de bouger, pourquoi on doit être en bonne santé. Et tu vois, quand je vois que 66% des jeunes de 11 à 17 ans présentent un risque sanitaire préoccupant parce qu'ils sont trop sédentaires, et ben là, je me dis que y a un problème, tu vois, même sur la santé mentale et tout. L'EPS, le but premier de l'EPS, ça devrait plutôt de faire de la pédagogie. Et j'ai l'impression que depuis les années 60, on n'a pas fait évoluer, en fait, les cours d'EPS. On peut rajouter des heures de cours en disant on va passer de 2 à 4 à 6 si on commence pas par le commencement, c'est-à-dire faire aimer le sport, et ben on n'arrivera pas ça changera pas, quoi. Non, c'est clair. Et je pense aussi il faudrait que le sport à l'école, ça soit le moyen pour les enfants de leur montrer différentes pratiques et qu'est-ce qui peut te plaire, où est-ce que tu vas trouver ta voie dans le sport. Ce soit pas juste un truc obligé. Bon, bah, ce trimestre-là, ça va être l'athlétisme, après ça va être natation, et après, juste leur montrer qu'il existe ça, et comme tu dis, montrer qu'il y a des bienfaits à ça, et le sport, ça c'est pas juste à l'école, tu vas aimer ce moment-là, tu vas pouvoir le faire le week-end, et tu vas demander à tes parents de t'inscrire là. Ben moi, personnellement, ça m'a dégoûté et j'ai jamais demandé à mes parents de m'inscrire là ou là. Donc, et toi, Zoé, est-ce que tu penses qu'on devrait repenser, pourquoi pas, peut-être des fois inviter des athlètes, tu sais, le côté, les inspirer un peu plus, raconter des histoires, peut-être, tu vois, aussi expliquer l'impact que ça peut avoir de rester assis sur une chaise. Surtout que quand on est enfant, on passe combien de temps assis? Tu vois, pourquoi le sport finalement n'a pas ce rôle-là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Si on parle du sport à l'école, je trouve que c'est assez un âge ingrat aussi. Et il y a des disciplines qui sont pas forcément adaptées aux filles. Et du coup, c'est un moment où on essaie un peu de se cacher et on se retrouve pas dans toutes les pratiques. Et moi, typiquement en EPS, ma moyenne, elle varie énormément. Après, c'est vrai, sur le fait d'impliquer des athlètes, personnellement, dans mon école, il y avait quand même pas mal d'interventions. J'ai vu Tony Estanguet, typiquement. Ah ouais, c'est dans une belle école. Ouais, je sais pas où t'es. tu vois, on n'a pas la même expérience. T'es en Henri IV, toi, peut-être. On n'a pas fréquenté les mêmes établissements. J'étais dans le sud de la France. Pas chez moi, je peux te dire. J'étais vraiment dans un endroit hyper niche, mais c'est vrai que pas mal d'initiatives comme ça de personnes même qui partagent en fait leurs pratiques et même de personnes locales par exemple qui partagent des disciplines sur lesquelles on n'a pas forcément d'infos. Je trouve que ça peut impliquer ces personnes et ces jeunes à se trouver en fait tout simplement. Ouais, même pas forcément des athlètes de haut niveau, mais des gens tu vois qui ont qui ont combattu des maladies, des choses comme ça, tu vois, et qui transmettent cette passion du sport. En fait, le sport, le premier but du sport scolaire, je pense, ça devrait donner le goût de l'effort, le goût du dépassement de soi, prendre soin de sa santé aussi. Oui. C'est ce que devrait ressortir. Et il y a un autre chiffre que je voulais partager avec vous, et justement je voulais vous faire réagir pour voir si vous avez le même constat. C'est le niveau d'activité physique chez les petits garçons et chez les petites filles. Je sais pas si vous savez, mais avant 12 ans, les petits garçons et les petites filles ont exactement le même niveau d'activité sportive. C'est la même chose à l'enfant près. Et passé 12 ans, en fait, on a un grand déclin des filles. Les filles,
filles arrêtent en fait le sport et les garçons continuent. Est-ce que ça, Zoé, toi, c'est quelque chose que tu nous dis que tu as fait de l'athlé, est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté aussi chez toi? Carrément. Perso, j'ai été vraiment dans ça. Je me retrouvais pas dans les disciplines, dans les clubs, et j'ai pas été forcément encouragée à poursuivre la pratique sportive, et pas sur des hauts niveaux. Et c'est vrai que personnellement, sur toute la période collège, lycée, j'ai totalement arrêté en dehors de l'EPS imposé des disciplines à chercher en fait un sport qui me correspondait. Et après, j'ai dû retrouver toute seule ma voie sur certains sports, et vraiment en autonomie pour vraiment savoir ce qui m'intéressait et pas être dans un club et pas être dicté par quelque chose pour vraiment me retrouver. Et ça a été le cas avec la course à pied. À votre avis, comment on peut expliquer justement ce déclin chez les jeunes filles à l'adolescence, à la puberté? Pourquoi il y a autant de jeunes filles qui lâchent le sport en fait et les garçons non? Je pense, tu vois, comme tu le dis, il y a un manque d'accompagnement. Moi, je sais que je donne un exemple, mon petit frère faisait du foot pendant des années et il y avait une fille qui était très forte dans son équipe et c'était la seule fille. Sauf que quand, c'était à peu près cet âge-là, 12 ans, 13 ans, et le club devenait exclusivement masculin et elle, il n'existait pas dans la ville de club féminin. Et du coup, elle a dû arrêter en fait, même si elle adorait ça, ou sinon elle devait faire des kilomètres pour pouvoir rejoindre un club féminin. Et c'est ça le problème, je pense que, comme tu le disais, certains sports de base sont pas forcément adaptés à la gente féminine, etc. Et les clubs ne suivent pas, etc. Et donc, tu dois avoir plusieurs contraintes pour pouvoir atteindre un club, alors que les garçons, eux, vont avoir ça avec facilité. Il va y en avoir même 3 dans la même ville, tu vois, des clubs. Donc, je pense qu'il y a ça. En fait, ouais, tu vas trouver en fait, c'est très la gym, tu vas avoir l'équitation, la danse. Et en fait, à partir de l'adolescence, on va compartimenter en fonction du genre, quoi, bien tout sûr, simplement. c'est ça. Je pense qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. Puis aussi, ton corps change et c'est compliqué d'accompagner ce changement-là tout en étant vraiment impliqué dans une pratique et de jongler avec un peu tout, le regard des personnes aussi sur son corps de petite femme. Et du coup, je pense que ça doit jouer aussi. Ouais, il y a beaucoup d'injonctions. Le corps, si tu fais un peu trop d'activité physique, tu vas être trop musclé, ou tu vas faire des sports d'endurance, tu vas être trop mince. Ouais. Tu vois, il y a toujours ce rapport au corps qui va revenir, alors qu'on dit jamais à un petit garçon. Au contraire, on va le pousser. On va l'encourager. Puis on va le pousser aussi à se défouler, tandis que les filles, ça va être plutôt des pratiques sportives créatives, un petit peu comme la gymnastique artistique, tandis que les garçons vont aller faire de la boxe. Moi, j'avais demandé à faire de la boxe juste pour pouvoir me défendre et un peu taper, quoi. Et puis c'était pas vraiment, c'était pas trop ouvert, c'était pas. Là, on va te dissuader en fait de le faire. Ouais, bien sûr. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu plus sur vos histoires personnelles et surtout votre découverte de la course à pied et du trail running. Comment est-ce que vous avez eu envie de pratiquer ce sport? Alors Zoé, tu m'as dit, j'ai repris le sport par moi-même à mon initiative. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te remettre dans le sport alors que tu étais passionné quand tu étais jeune? Et déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter et pourquoi tu as eu envie de revenir? Ouais, ce qui m'a poussé à arrêter, c'était vraiment l'absence d'un club et d'un accompagnement qui me correspondait. Et la raison pour laquelle j'ai repris, et particulièrement la course à pied, c'était la liberté que j'avais autour de cette pratique. Je pouvais y aller n'importe quand, n'importe comment, toute seule. Je me sentais vraiment libre et autonome et vraiment je me suis épanouie dans ça. Il n'y avait pas de notion de performance. Personne ne me demandait à la fin de rendre des comptes. Et c'est vraiment comme ça que je me suis retrouvée, que je me suis réconciliée avec la course à pied et le sport en général. Et toi, Sarah? Écoute, moi, tu vois, comme on le disait, on n'a pas du tout la même approche du sport parce que moi, j'ai été dégoûtée en fait de mon enfance liée au sport, etc. Et du coup, dès que j'ai quitté chez mes parents, vers l'âge de 17 ans, et que j'avais la liberté de faire ce que je voulais, j'ai arrêté le sport. Tu vois, vraiment, j'ai arrêté le sport. Et il y a à peu près 2 ans, je me suis remise à fond. Et ça fait seulement 1 an que je fais maintenant du running. Et c'était cette envie de, comme toi, un petit peu de découvrir un sport où tu te sens libre, où tu peux y aller tout seul, où t'as rien à payer, en fait, si ce n'est tes chaussures et ton équipement. Et après, tu gères ton truc comme t'as envie, tu vois. Et ça, c'est un sport qui est intéressant aussi quand tu deviens adulte, parce que tu dois jongler avec tes horaires de travail, etc. Et là, tu peux te permettre de partir le matin ou le soir, tu jongles et ça te libère, ça te fait du bien. Et c'est ce que je recherche. Je pense que plus tu vieillis, plus tu recherches le bien-être mental et tu te diriges vers des sports comme celui-ci. Alors c'est vrai que vous faites partie de cette nouvelle génération. Alors
il y a encore quelques années, quand qu'on découvrait la course à pied, on allait plutôt vers la course sur route. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le trail, c'est un sport qui connaît un essor fulgurant. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est le sport aujourd'hui qui a la plus forte croissance au niveau du monde, tout sport confondu. Et pourtant, il est encore méconnu aux yeux du grand public. Et il y a beaucoup d'idées reçues, de stéréotypes sur le trail, qu'est-ce que c'est, qui le pratique. Et justement, nous, on est allé interroger les Parisiens pour savoir s'ils connaissaient le trail et l'image qu'ils se faisaient des trailers et des traileuses. Zoé, Sarah, je vous propose qu'on écoute ce micro-trottoir et on en discute après. C'est un petit reportage réalisé par Cléo Hénin. On l'écoute, c'est parti. Salut, c'est Cléo, j'ai mis ma doudoune et mon écharpe la plus chaude et je suis postée à la Défense pour essayer d'interroger les passants sur leur connaissance du trail running et surtout sur l'idée qu'ils se font des personnes qui le pratiquent. Allez, c'est parti. Salut, je peux vous poser une petite question ? La question, elle est simple. Est-ce que vous savez ce que c'est le trail ? Le trail, c'est pas ça, le trail. Le trail running. Ah non. Non ? Non. Le trail running, non. Pas du tout. Tu sais ? Non. T-R-A-I-L. On tire une chaîne avec une roue derrière nous, non ? C'est pas ça ? Non, si je vous dis la montagne, ça vous parle un peu plus ou pas ? Si, voilà, si, ok. Le trail running, pas vraiment, non, pour dire son entière, non, pas vraiment. Alors oui, je crois, pour moi, le trail running, c'est le fait de courir, marcher, je dirais dans la nature, dans des espaces où il y a du relief, du dénivelé. Non, du trail, c'est pas de la randonnée en courant en montagne. Et c'est tout ce que je sais, voilà. Le trail running, c'est de la course, forcément. Et non, exactement, non, je sais pas. Course dans la nature, en montagne principalement, sur des distances plutôt longues. Si je devais vous demander à votre avis qui sont les personnes qui pratiquent le trail running, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais des sportifs, déjà, parce qu'en montagne, c'est un peu compliqué. Quelqu'un de très fin, très sec. Et voilà, parce que j'avais un copain qui avait fait l'Ironman. Et il était très fin, très sec. Donc voilà, c'était un garçon. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Des hommes de montagne, C'est des personnes assez jeunes, non ? musclés, personnes en bonne forme physique. Je veux dire des aventuriers, des personnes qui aiment la nature déjà et le sport, ouais, la nature et sport, je pense que c'est les deux, ouais. Ils sont en bonne forme. Ils fument pas, ils boivent pas aussi, hein. Ils boivent pas, hein. Ouais. Ils ont une hygiène de vie plutôt bonne, quoi. Voilà, ils ont pas d'addiction Non, mauvaise, mais, tout ça. J'espère pour eux, parce qu'à mon avis, ça doit être une longue distance. Donc il faut tenir avec son cardio. Donc voilà, après je pense aussi pour des amoureux de la nature. Faut que cette personne-là soit robuste. Ouais. Corps d'athlète. Ouais. Quelqu'un qui a de l'endurance, qui a un mental aussi. Alors pour moi, c'est des personnes qui sont assez physiques, qui ont des capacités un peu hors normes, qui ont vraiment, voilà, qui sont musclés, qui s'entraînent souvent, qui sont assez secs, qui sont plutôt de nature sportive. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut faire du trail running ? Alors non, pas moi en tout cas. Donc non, tout le monde n'a pas la capacité physique, je pense. Je pense qu'il faut avoir une bonne condition physique quand même. Mais sinon, oui, pourquoi pas. Après, il faut avoir l'équipement aussi et être bien entraîné. Mais sinon, oui, je pense que oui. Moi, je cours, mais alors le trail running, je suis pas sûre d'être à la hauteur, on va dire. Pourquoi ? C'est un peu, voilà, le dénivelé est pas le même, quoi, que dans le square. Parfait, merci beaucoup. Salut, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Retour au studio. Alors Sarah, Zoé, Sarah, toi je sais que t'es parisienne. Est-ce que t'es surprise par l'opinion que peuvent avoir les gens du trail ? Nous, on a été quand même assez surpris parce qu'on s'est rendu compte que 90% des gens ne connaissaient pas le trail. Alors c'est vrai que on baigne dedans, nous les athlètes, les coureurs, et on a du coup une perception qui est un petit peu faussée. Et donc quand on aiguille aussi les gens, c'est vrai qu'on s'est dit ils ont une image qui est hyper caricaturale. Toi, est-ce que t'es surprise par ce que tu viens d'entendre ? Moi, je le suis. Et surtout, toi qui viens pas forcément de ce monde-là, quel a priori toi tu avais avant de commencer le trail ? Déjà, ils m'ont fait beaucoup rire, surtout les hommes des montagnes. Alors, vous êtes deux hommes des montagnes, alors si je suis ravi de l'apprendre. Hein. Vous découvrez des choses ce soir. Non, alors je suis pas du tout étonnée parce que moi-même, quand avant que je commence le trail, je pensais que c'était de la randonnée. Genre, tu marchais juste, tu courais absolument pas, tu vois. Et j'ai connu ça
par le biais de ACG, donc la marque liée à Nike, et donc je voyais que c'était des trucs outdoor, ok, donc c'est des chaussures comme ça, donc c'est de la montagne, tu vois, mais c'était flou en fait pour moi, donc je comprends totalement que les gens, ça reste flou pour eux. Et toi, Zoé, qu'est-ce que tu te disais de cette discipline-là ? Je trouve que dans ce qui transmet dans les reportages, c'est vachement du masculin. Ouais. Et pour moi, c'était la même chose. Je me sentais pas forcément représentée dans cette discipline. Il y avait pas forcément la lumière sur des athlètes féminines. Et c'est vrai que cette image de force, d'un corps sec, etc. Pour moi, c'était une discipline qui était exigeante et un peu effrayante et peut-être inaccessible, mais un peu mystique. Mais je suis tellement d'accord avec toi parce que bon, moi je viens plutôt du monde de la route, tu vois, de la piste, du cross, du marathon. Et en fait, les images que je voyais sur les médias où tu vois Alexis Berg, le photographe et tout, c'est souvent des images en noir et blanc avec des visages de gens, tu sais, hyper marqués, des cernes. Ouais. Tu sais, c'est toujours dans le noir et tout. Ouais. Tu sais que de la souffrance, tu vois, c'est de la souffrance. Et la première fois que je suis venu ici à Chamonix pour l'UTMB, en fait, c'était la joie, c'était lumineux, les gens, il y avait des familles, il y avait des enfants, et c'était complètement à l'opposé des a priori que je pouvais avoir. Et en fait, c'est hyper festif, tu vois, ce monde-là, c'est très coloré et tout, et c'est bizarre de se dire que l'image qui ressort dans les médias, c'est souvent quelque chose très masculin, très très difficile, beaucoup de souffrance. Ça fait partie du trail, mais c'est pas que ça. Ouais, complètement. Bah, on a fait l'expérience concrètement ce matin. Moi, c'était mon. En fait, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, moi, c'est ma vraie première expérience trail depuis qu'on est là, depuis à peu près 4 jours. Et aujourd'hui, on avait une espèce de course d'orientation dans les montagnes, mixée à un trail, etc. Et je me suis amusée. J'ai trouvé ça fun, tu vois. Ça, tu te doutais pas, quoi. Ben, c'est ça. Moi, pour moi, c'est que, effectivement, un peu de souffrance, quoi. Et là, effectivement, bon, tu souffres quand tu montes, mais la descente, l'énergie que t'as, la liberté que t'as, que tu ne retrouves pas dans le running simple, tu vois. J'ai trouvé ça fabuleux. Je précise aussi que on avait des températures négatives et dans la neige, etc. Mais en fait, on était super bien équipés et tu sens pas la souffrance. T'es vraiment juste dans le moment. T'es entouré de la nature et t'es vraiment dans le plus pur de la discipline, je trouve. C'est assez impressionnant. Ouais, quand on a un bon équipement, de toute façon, ça se passe. C'est voilà, toutes les conditions finalement. Ouais, il y a pas de mauvaises conditions, il y a que des mauvais équipements. C'est ce que tu vois, c'est ce qu'il faut se dire. Alors on voit, c'est une discipline quand même qui intimide. Tu vois, il y a une dame qui disait voilà, moi je cours, mais le trail je peux pas. C'est une discipline qui fait peur. Selon vous, pourquoi les gens ont autant d'a priori? Pourquoi aussi c'est souvent les hommes des montagnes, c'est réservé à des athlètes. T'as l'impression que c'est réservé à des athlètes de haut niveau. Qu'est-ce qui fait peur à votre avis dans le trail? L'environnement, la montagne justement, tu vois, c'est pas un comment dire, un cadre que les gens côtoient, la majorité, je dirais, des gens côtoient, tu vois, ça reste aujourd'hui en France, il y a beaucoup de personnes citadines, etc. Et il y a une vraie différence entre courir sur la route et courir dans la montagne, et je pense que c'est ça qui impressionne. Généralement, les gens vont à la montagne pour aller faire du ski, une fois de temps en temps, quand tu as la chance de pouvoir y aller. Et du coup, ça reste un monde quand même assez inconnu pour eux, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a tout un phénomène, un mystère autour de ça. Puis c'est une préparation vraiment spécifique pour un trail. Nous, ça fait 3 mois qu'on est entraînés par la team Nike. Et pour le coup, il y a pas mal de côtes, de travail de pied, et on peut pas se lancer, pour moi, spontanément dans cette discipline et décider de gravir le Mont Blanc, typiquement. Non, ne faites pas ça. Non, on va pas le faire. Mais justement, alors vous, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que vous avez commencé à courir, que vous vous entraînez. Là, vous venez de faire un stage avec Nike où vous avez fait vous avez fait du spécifique dans les montagnes, il neigeait. En plus, je sais que vous en êtes très bien sortis parce que j'ai parlé un petit peu avec les équipes et ils m'ont dit franchement le groupe il était incroyable. Ils ont ils se sont donnés à fond et tout. Alors il faut le dire, c'est qu'il a eu de la neige, il y a eu des conditions hyper difficiles et vous n'avez pas démérité, donc bravo. Merci. Donc voilà, maintenant vous êtes un petit peu dans ce monde-là, quoi. Vous êtes traileuse, vous êtes sportive. Moi, j'ai souvent aux gens, vous êtes athlète. À partir du moment où vous faites un sport, vous êtes athlète. Peu importe ton chrono, peu importe tes disciplines, déjà mettez-vous dans l'objectif d'être athlète. Mais c'est vrai que souvent les gens, ils ont un peu un syndrome de l'imposteur. Vous voyez cette sensation de pas être à sa place, de pas être assez bonne, de se faire discrète, et surtout chez les femmes, tu vois. Est-ce que vous avez ressenti ça des fois? Vous vous dites mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Est-ce que vraiment j'ai limite je dois me cacher, quoi, tu vois? Non, complètement. Moi, surtout quand on me pose la question. Tu vois, quand je dis je fais ça. Ah ouais, t'es une sportive. Oui, la plupart du temps je dis oui, ça va, tu vois. En fait, t'assumes pas ce truc-là. Comme tu dis, il y a un vrai syndrome de l'imposteur à mon avis, mais c'est, je pense, lié
à l'enfance aussi, tu vois, on parlait du traitement des filles, des petites filles dans le sport, etc., où t'as un manque d'accompagnement, un manque de confiance, un manque d'encouragement, et je pense que tout ça, ça reste en soi, et peut-être que ça ressort à ces moments-là, tu vois. Puis aussi, il y a pas mal de manque d'information de la part des personnes qui ont des a priori sur ces disciplines-là, et directement, quand on parle de trail running ou de courir des marathons, etc., ça paraît vite impressionnant et c'est vite quelque chose d'énorme et il y a plein de conseils aussi derrière, mais il faut que tu manges ça, etc. Et plein de personnes qui sont pas dans ta prépa, qui sont pas dans ta discipline, mais qui vont avoir ressentir ce besoin-là de t'encourager et même de donner des petits avertissements aussi. Donc Et demain, vous voyez vous inscrire à une course, à mettre un dossard et aller voilà faire un petit peu une compétition, pas pour mais pour se mesurer contre soi-même. Hein, c'est ça que je veux dire. Hein. Est-ce que c'est quand même aujourd'hui un pas où vous avez encore de l'appréhension à le franchir? Moi, je l'ai plus trop, ce sentiment-là, depuis que j'ai fait un premier événement avec Nike qui nous ont accompagnés pour une course de 10 km, ce que je n'aurais jamais pensé faire il y a encore quelques mois. Et ça a débloqué un truc chez moi. À la fin du 10K, je me suis dit, mais c'est bon. Semi, après marathon, ça y est, après t'étais lancé, quoi, ça y est, tu vois. Mais donc, il y a un vrai t'as besoin d'un déclic, je pense, pour pouvoir être vraiment en phase avec ça et te dire, je peux le faire. Et toi, Zoé? Pareil, dans le trail de cet après-midi, je me suis dit, mais dans 2 ans, l'UTMB, en fait. Il y a un peu de travail encore. Hein. Pas du tout. Je me suis dit, beaucoup de respect pour les personnes qui enchaînent ces distances-là. Mais en tout cas, personnellement, j'adore enfiler des dossards, j'adore toute cette discipline-là et franchement, j'ai trop hâte des prochaines échéances. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est un peu ce syndrome de l'imposteur. Tout à l'heure, moi, avant l'émission, je vous entendais discuter et vous dites, c'est vrai que j'ai eu soif, j'ai pas assez bu, j'ai pas eu de sac d'hydratation, mais je me suis dit, les gens, ils vont dire quoi si je vais avec un sac d'hydratation courir? T'as quand même aussi un peu cette peur un peu du regard des autres et du jugement. C'est quelque chose que t'as ressenti aussi, cette peur un peu d'être jugé sur tes capacités quand t'arrives un peu dans ce monde qui est vrai, où il y a un imaginaire qui est très très fort, quoi. Ouais, dans la course à pied surtout, il y a pas mal de réseaux sur lesquels on partage nos performances comme Strava, comme Nike Run Club aussi. Et généralement, il y a parfois ce côté un peu toxique des personnes qui se permettent de commenter juger, tes performances alors que typiquement ils ont aucune idée de ce que tu traverses. Et c'est vrai que ça peut un peu faire peur. Je peux avoir peur de partager des choses parfois, de me dire parfois on se sent aussi obligé de justifier, de dire j'étais un peu fatigué, les jambes lourdes, etc. pour dire écoute, alors qu'on a tous des tu vois, on n'a pas besoin de se justifier, quoi. J'étais pas dans la course et puis voilà, j'étais fatiguée, c'est la vie, mais ouais, faut se justifier, Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, des fois sur ces applications, tu peux voir des commentaires hyper durs. Moi, je les constate, tu vois, avec des personnes qui disent c'est n'importe quoi, le trail ça devient n'importe quoi. Et c'est vrai que ce syndrome de l'imposteur, il est aussi renforcé par ce que certains appellent le fameux esprit trail, tu vois. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est un esprit trail, c'est un truc un petit peu mystique, un petit peu élitiste parfois, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas facile pour celles et ceux qui débutent. Imagine, tu te lances dans le trail, t'es déjà quand même intimidé par cette épreuve, par cette distance. Tu sais que tu vas avoir du kilométrage, tu sais que tu vas avoir du dénivelé, c'est hyper intimidant et tu dois faire face à cette pression de coller en fait une étiquette de ce fameux esprit trail, de prouver en fait que t'es à ta place, que t'es un vrai, que t'es légitime à courir en montagne, parce que sinon tu vas presque être regardé de travers par certains parce que t'es pas entre guillemets un ancien, une ancienne, tu vois. Et en fait, depuis quand le trail, c'est un sport qui est réservé à ceux qui étaient là avant. Tu vois, c'est pas un club fermé. Tu vois, le trail, c'est ouvert à tous, en fait. Peu importe, c'est une aventure humaine, tu vois. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton histoire. Et c'est vrai que j'ai l'impression que quelquefois, t'as ce côté un peu esprit trail qui est un peu excluant. Tu vois, c'est un peu nous on était là avant. Tu vois, des gens qui veulent en fait qui voient pas forcément d'un bon œil la démocratisation du sport et sous réserve en fait souvent parce que ils vantent une image, tu vois, une éthique, tu vois, sous couvert un peu de bonnes intentions. Finalement, ce qu'il y a derrière quand tu creuses chez certaines personnes, pas tout le monde, mais c'est souvent plutôt excluant vers les nouveaux et c'est un peu plus toxique. Est-ce que vous avez pu ressentir ça? Alors personnellement non, pour ce qui est du trail. Pour le running, effectivement, t'as toujours cette pression de te dire est-ce que je fais les choses bien, parce que je sais que je vais être observé et qu'il y a toujours quelqu'un qui va te dire t'as pas les bonnes chaussures et t'as pas ça et t'as pas ça. Mais j'ai l'impression malgré tout que ça se démocratise un peu plus et que ça s'ouvre un peu plus, en tout cas pour ce qui est du running. Pour le trail, je sais pas trop, mais ça m'étonne pas du tout
que les gens puissent réfléchir. Enfin, c'est pas propre au trail running, c'est propre un peu là où t'as un pionnier, t'as un Ouais. sport qui se démocratise, et t'as ce côté un peu humain en fait, Ouais. de voir en fait l'éclectisme un peu d'une manière négative. Mais pourtant, tu vois, si tu prends on sait aujourd'hui que tu vois les gens apportent aussi du renouveau. Je vais te prendre un exemple, mais tu vois l'UTMB par exemple, c'est Catherine et Michel Poletti qui ont organisé cette course. C'est pas des gens qui viennent du monde du sport, c'est des gens qui étaient disquaires, qui viennent du monde de la musique. Ils avaient un magasin de disques à Chamonix. Et en fait, c'est eux qui ont eu l'idée aussi, tu vois, cette musique évangéliste, tu vois, la musique très qui t'emporte, tu vois. Mais c'est eux qui ont apporté ça au trail. C'est eux qui ont apporté cette identité sonore, ce côté chaud aussi, tu vois. Parce qu'ils venaient pas de ce monde, ils ont apporté quelque chose. Et même dans le monde entrepreneurial, si tu prends un mec comme Steve Jobs, qui venait pas du tout du monde de l'informatique. Imaginez, avant Apple, c'était IBM, c'était austère, c'était des mecs en costume noir. Et lui, il avait fait des études de calligraphie. Et il a apporté le design, il a apporté autre chose, tu vois. On n'a pas dit, mais mec, t'es pas informaticien, t'es pas la bienvenue là, tu vois. Imagine, on aurait dit ça, et il se serait dit, ouais, moi je suis pas légitime. Putain, on n'aurait pas eu aujourd'hui une des plus belles entreprises, tu vois. C'est quand même Tu peux passer incroyable, à côté tu vois. de richesse, etc. Exactement. Ouais. Et on sait qu'aujourd'hui, la diversité prend même la musique, tu vois. Tu vas en Corée du Nord et la musique, elle a pas bougé depuis 100 ans. Et tu viens dans 100 ans en Corée, ça bougera pas. Dans l'artiste, le milieu artistique, tu vois que si l'Occident est très fort, c'est parce qu'il y a un mélange des cultures qui crée cette diversité. Et en fait, ça apporte, ça construit quelque chose, je pense, au monde du trail. Et donc, c'est idiot de vouloir, en fait, parce Fermer que les portes, si tu fermes, ça va te cloisonner, tuer, en fait, tout simplement, tu vois. Puis selon moi, il y a un aspect aussi vachement générationnel dans le trail. Généralement, c'est des personnes un peu plus matures en âge que nous. Ouais. Et du coup, nous, on est jeunes, on est des femmes, on arrive et... Ça, ils aiment pas. Hein. Ouais. Ça, ils aiment pas. Là, franchement, faut être honnête. Hein. Même- Je vais vous dire, il y en a Ouais. plein qui vont, sincèrement, hein, si vous êtes sur les réseaux sociaux, je préfère vous le dire. Si vous allez sur des courses, il y a des personnes toxiques qui vont vous écrire des commentaires. C'est scandaleux, mais c'est la réalité, tu vois. Ouais. Puis même la moyenne d'âge autour de soi, on se sent pas forcément représenté et entouré des siens parce que c'est vrai que c'est plutôt une population un peu plus âgée, masculine. Et du coup, on sent pas forcément les bienvenus ou alors on n'est pas dans un cercle qui nous ressemble, quoi. Mais c'est peut-être par peur, en fait, tu vois. C'est des personnes qui ont peur de la concurrence, qui ont peur qu'on touche à ce qu'ils connaissent et ne être un peu Ouais, c'est dépassés. Du coup, ils essayent de fermer les portes pour être dans leur zone de Entre eux, confort, quoi. en fait. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Heureusement, pas tout le monde. Heureusement, il y a des gens qui accueillent, tu vois. bien Ça reste sûr. une minorité, mais c'est un peu une minorité visible. Mais c'est vrai que tu disais sur les jeunes, tu vois, on prend une Oxtag aussi qui se lance dans l'ascension de l'Everest, tu vois, qui se prépare, tu vois, c'est un jeune qui fait la pratique sportive, c'est un YouTuber qui a une audience énorme. On peut pas se plaindre d'un côté de la sédentarité chez les jeunes. Ouais. Et quand t'as un jeune qui se bouge, qui se forme, Ouais, qui partage c'est des vraies valeurs, on va l'attaquer, on va le critiquer, tu vois, alors qu'il se prépare. Effectivement, il se dirait, je vais faire un défi, je vais faire l'Everest sans préparation. Là, c'est attaquable et c'est normal, tu vois, c'est parce qu'on peut pas n'importe quoi. Mais là, on a quelqu'un qui s'est donné un défi sur un an, qui s'est préparé, qui s'est entouré, qui fait les choses sérieusement et il est quand même attaqué. Parce qu'en fait, on n'accepte pas ça. Et avant, je sais pas, moi, je préfère voir un YouTuber qui partage du sport, du dépassement de soi que je sais pas, j'ai mangé ce burger là aujourd'hui, tu vois, des vidéos de dégustation, tu vois. Qu'est-ce que c'est choquant en fait. Bah, bien sûr, et il permet en fait de démocratiser ce sport auprès d'un public jeune. Et donc, là aussi, comme on disait, d'apporter un nouvel air, tu vois, voilà, tu vois que ça renouvelle ce sport. Et de faire perdurer ce sport aussi à travers les générations, tu vois. Il faut bien que ça se transmette. Il y a quelque chose d'héritage, il y a un héritage à transmettre aussi. Bien Donc sûr. je comprends pas qu'ils bloquent comme ça, alors que au contraire, ils devraient encourager, donner des conseils bienveillants, etc. Tu vois. Après, peut-être que sur les remarques, etc., on projette sur les autres nos propres frayeurs. Et c'est peut-être clair. pour ça aussi que on a des remarques, mais même à titre personnel, hein, des proches, même des personnes les plus bienveillantes possibles, qui nous disent attention, etc. sur la préparation, que ce soit sur Inox à grande échelle ou vraiment à titre individuel sur un 20 km. Moi, sur un semi, on m'a dit mais t'es pas du tout prête, etc. Ça va être une catastrophe. Alors qu'est-ce qui peut arriver de pire que je termine pas la course? Non, la catastrophe, c'est que tu restes chez toi et que tu bouges pas et que tu Ouais. fasses pas de sport. C'est ça là. C'est ça. C'est ça là. Mais moi, je vous dis franchement, toutes les deux, voilà, c'est génial parce que vous allez apporter de la fraîcheur, vous partagez des valeurs, vous incitez les gens aussi à s'y mettre parce que les gens ils se disent voilà, vous êtes sur les réseaux, vous êtes suivis. Les gens ils se disent ouais, si elles peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Et ça, c'est quand même top quoi. Tu vois, c'est ça, il faut vraiment
vraiment, faut l'encourager. Donc moi, je vous le dis, si un jour on vous critique, au contraire, vous avez beaucoup à apporter et bien plus que les personnes qui vont essayer de vous attaquer, qui eux veulent s'enfermer. Parce que dans 50 ans ou dans 100 ans, le trail il sera encore là, mais eux ils le seront plus. Exactement. Et c'est vous qui allez créer C'est l'histoire ça. et c'est vous qui allez continuer l'histoire. Donc c'est hyper important. Bravo à nous, Zoé. Bravo. Ouais, non mais vraiment, moi je veux vous le dire, tu vois, parce que je sais que voilà, ça peut être dur. Je sais que les réseaux c'est Oui, bien cruel sûr, ouais. et on n'a pas, voilà, c'est des messages qu'il faut véhiculer. Oui. Et il faut aussi faire de la Ouais. pédagogie. Tout le monde est la bienvenue en fait. Tu vois, il y a pas de, tout le monde est la bienvenue. Alors. Vous avez le côté équipe un peu là, vous avez un peu avec le Nike Crew. Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi, un peu cette effervescence de groupe, cette team, ça, est-ce que c'est positif dans votre pratique? Est-ce que ça vous aide? C'est complètement positif parce que le running, je pense que c'est un sport qui est très solitaire de base. Et là, d'avoir un esprit d'équipe et de se retrouver pour se préparer dans quelques mois pour un événement qu'on va tous partager ensemble sur plusieurs jours, je trouve que ça te donne une dynamique incroyable, tu vois. Moi, j'ai commencé le running seul et là, ces derniers mois, j'ai partagé toute cette expérience avec Nike, etc. Et je ne vois pas ce sport de la même manière, tu vois. Je pense que cette cohésion-là, ça te donne de l'énergie, ça te donne encore plus l'envie de se dépasser. Ouais, puis la dynamique collective fait qu'on s'est tous tirés vers le haut, qu'on s'est tous attendus, qu'il n'y a pas eu une personne qu'on a abandonnée dans la montagne. Oui. et c'est vraiment, en fait, on compte les uns sur les autres et ça nous tire vers le haut et ça nous challenge aussi. On se dit, je peux pas m'arrêter là, en fait. Il y a le groupe qui est devant, on continue, on relance et on remonte. Mais moi, je dis souvent, on commence le running parce que tu vois, c'est un sport solitaire qu'on peut pratiquer sans personne. Parce que c'est vrai que en grandissant, je vais faire un tennis, t'as un pote qui va te mettre un plan, je vais aller faire un foot, tu vois. Non mais c'est vrai, plus on grandit, plus les gens te mettent des plans, tu vois. Et à un moment donné, tu dis, courir, j'ai besoin de personne. Faut mes chaussures, j'y vais. Et ça, c'est cool, cette liberté. C'est ce que vous me disiez d'ailleurs au début. Mais c'est ce qui fait commencer, tu vois, ce côté indépendant. Mais ce qui fait rester souvent, c'est le groupe, c'est la team, c'est l'équipe. Et moi, j'insiste souvent les gens en disant, ouais, certes, c'est un sport solitaire, mais aussi avoir cette cohésion sociale. Et on est important, on est des êtres sociaux. Certains plus que d'autres, mais c'est quand même important des fois de partager ça, cette communion, tu vois, aussi sur les courses, souvent c'est ce qui va faire durer. Et moi je recommande aux gens de s'inscrire, voilà, sur les applications. Il y a Nike qui propose ça, mais de justement de rejoindre un peu, pas tout le temps, mais de ces communautés parce que ça nous tire, quoi. Puis même des expériences de bénévolat pour en avoir fait sur les courses. Personnellement, pour être de l'autre côté de la course, en fait, on voit les regards des personnes qui ont besoin de cet encouragement-là, qui ont besoin de se sentir vues, entendues, encouragées. Et c'est vraiment une force et c'est vraiment hyper émouvant de voir, en fait, de se dire que chaque personne a son histoire, que c'est un combat d'être venu là, de s'être réveillé à 6h du matin pour aller courir un trail ou peu importe. Et je trouve que c'est vraiment ce qui nous tire vers le haut, hein, quand on veut s'arrêter, en fait, comme sur le trail, que ce soit sur le trail en équipe ou même lors d'une course avec des milliers de familles autour qui encouragent, on se dit mais en fait ces inconnus, je peux pas les laisser tomber, quoi. Honnêtement, est-ce que vous auriez imaginé être capable d'accomplir tout ça? Tu me dis faire des 10 km, là venir à Chamonix, courir dans la neige, en altitude, faire des dénivelés. Est-ce qu'un jour vous vous êtes dit mais je suis capable de ça, quoi? Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Vraiment, je pense que je rêvais de me dire j'en suis capable, mais j'y croyais pas. Tu vois. Et là, c'est vraiment, encore une fois, ce truc de cohésion d'équipe, etc., où on te pousse, on te donne envie de te challenger, qui te dit, au final, tu te dis, en fait, finalement, j'en suis capable et j'ai envie de me dépasser de plus en plus, etc. Donc, je pense que, c'est encore une fois, tout est lié au groupe, tout est lié à l'envie de prouver aussi, tu vois, à soi-même, mais aussi aux autres, tu vois, de dire, il y a un truc d'ego aussi, tu vois, comme tu disais tout à l'heure. Moi, tout à l'heure, quand on montait la pente, là, la côte. Combien de fois j'ai voulu arrêter, mais je me disais, c'est pas possible. Si je fais ça, je vais être la première du groupe à arrêter. Ça se fait pas. Donc, t'as envie de te dépasser, t'as envie de te challenger. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir dire que j'en suis capable. Alors Sarah, Zoé, je sais pas si vous connaissez le concept de croyance limitante, mais nous, on est partis à la rencontre d'Anaëlle Malzerbe, psychologue et coach mental à l'INSEP. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand établissement sportif en France qui forme les champions d'aujourd'hui et de demain. Et on lui a demandé justement de nous éclairer sur ce phénomène de croyance limitante dans le sport. Et ce que je vous propose, c'est qu'on écoute ce reportage réalisé par Cléo Hénin. C'est parti. Salut, c'est Cléo. J'ai rendez-vous avec Anaëlle Malherbe, psychologue clinicienne et préparatrice mentale auprès des sportifs de haut niveau, mais également auprès des personnes faisant face à des difficultés personnelles. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les croyances limitantes. On va essayer de comprendre ce que c'est et surtout comment s'en débarrasser. Allez, je vais la rejoindre. Déjà, merci beaucoup Anaëlle de prendre ce petit temps entre toutes tes consultations pour répondre à mes questions. Alors, je suis là aujourd'hui pour parler d'un sujet dont on parle
plutôt souvent, en fait. C'est vrai que c'est une expression, un terme dont on entend beaucoup parler, mais sans forcément d'ailleurs vraiment savoir ce que ça veut dire. Ce terme-là, c'est les croyances limitantes. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en fait concrètement ce que sont les croyances limitantes ? En fait, une croyance limitante, ça va être une conviction, entre guillemets, qu'on se crée à travers notre expérience, à travers notre histoire. Et des fois, ce que j'observe, c'est aussi l'environnement dans lequel on est. Donc, c'est de se dire, par exemple, si j'ai eu l'habitude d'être toujours bonne à l'école, je vais me dire, je suis plutôt quelqu'un d'intelligent. Schématise, ou si j'ai toujours été avec des personnes en couple avec qui ça s'est mal passé, de se dire tiens, tous les mecs sont des bip entre guillemets, tu vois. Donc c'est vraiment à travers notre expérience des convictions qu'on va se créer, qui sont souvent des convictions où on généralise. Ça, c'est un point qui est important. Une croyance, elle va généraliser. C'est tout est comme ça ou rien n'est comme ça, etc. Justement, c'est vrai qu'on va dire dans une démarche, en sortant un peu du sport professionnel, mais dans une démarche plus amateur, quand on a envie de commencer un sport, mais que par exemple, tu vois, tu donnais des exemples tout à l'heure, si, je sais pas, t'as toujours été mauvais en sport à l'école et que tous les profs t'ont dit, le sport, c'est pas pour toi. Comment faire pour, si, je sais pas, cette personne-là qui on a dit toute sa vie, tu ne feras jamais rien dans le sport, et qu'en fait, cette personne, à un moment donné, a envie de se mettre à la course à pied. Comment faire pour essayer de dépasser cette croyance-là, en fait ? La première chose, c'est de t'en rendre compte. Tu vois, là, c'est vraiment la psy qui parle. Plus tu as conscience de ton mode de fonctionnement, plus tu peux retrouver de la maîtrise à ce niveau-là. Donc déjà, c'est d'identifier tes croyances limitantes, voire tes croyances aussi génératrices. Donc, comme je te disais, souvent, il y a de la globalisation. Ils sont tous comme ça, ou c'est toujours comme ça, ou c'est vraiment... comment dire ? T'as pas d'exception. Tu généralises. Donc... La première chose, c'est tu l'identifies. La deuxième chose, souvent, c'est de voir d'où elle vient. Des fois, c'est un événement particulier qui a créé cette croyance-là. Des fois, c'est nos figures d'autorité. Ça peut être nos parents, ça peut être nos entraîneurs, ça peut être nos profs, etc., qui nous ont gentiment redonné leurs croyances. Et quand on était plus jeune, on n'avait pas forcément ce filtre pour se dire, ok, en fait, c'est leur réalité et c'est pas forcément la mienne. Et ensuite, tu peux travailler dessus, tu as différents types de techniques pour travailler dessus, mais déjà, si tu arrives à en prendre conscience, tu peux commencer à critiquer cette pensée-là. Aller chercher des contre-exemples. Tu me suis ? Ouais, je te suis, carrément. Et en prenant un cas concret, par exemple, là, en l'occurrence, nous, notre thématique et le sport qu'on aborde, c'est le trail running. C'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances autour du trail, comme quoi c'est des surhommes, des surfemmes, que il faut forcément avoir des capacités physiques hors normes pour pouvoir faire ce type d'exploit. Quels seraient tes conseils pour les personnes qui nous écouteraient et qui aimeraient se mettre au trail, mais qui justement se disent mais jamais j'y arriverai, moi au bout de 5 km, je vais lâcher l'affaire. Du coup, le premier conseil, c'est celui que je t'ai donné juste avant, c'est déjà, ok, je pose sur le papier mes croyances limitantes. Ça peut être d'aller chercher aussi des contre-exemples. Je pense à un trailer français assez connu qui performe super bien depuis quelques années. Quand tu vois son parcours, il est clairement en train je trouve, d'exploser certaines idées reçues qu'on peut avoir, de se dire, en fait, tu peux performer que si ça fait des années que tu fais du trail. Non. Quand on fait du trail, on est sur une épreuve qui te pousse vraiment dans tes propres limites. Et je vois beaucoup de personnes qui se mettent à la course à pied, que ce soit trail ou que ce soit route, et qui, au final, vont beaucoup plus loin dans le dépassement de soi physique et mental que ce qu'ils auraient imaginé. Tu as une possibilité de développement dans ce sport-là qui est assez impressionnante. J'en vois beaucoup progresser extrêmement vite, beaucoup plus que dans d'autres sports. Écoute, je crois que je vais m'y mettre. Ça m'a donné envie. Moi aussi, je vais dépasser les croyances limitantes que j'ai, Anaëlle. Merci beaucoup pour ces explications. Et puis voilà, si ça peut permettre à des personnes de se lancer dans l'aventure du trail ou dans n'importe quelle autre aventure, let's go. Merci, cool. Anaëlle. Avec plaisir. Salut.
Retour au studio, merci beaucoup à Cléo d'avoir réalisé ce petit reportage. Cléo, vous pouvez retrouver sur son podcast Championne du Monde, justement où elle met à l'honneur le sport féminin. Alors, on vient d'entendre un petit peu Anaëlle là nous parler des croyances limitantes. Est-ce que vous vous êtes un petit peu identifié? Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes reconnu un peu dans ce qu'elle a dit? C'est vrai que cette côté un peu de généraliser tout. Et on l'a entendu dans le micro-trottoir, souvenez-vous. Oui. Il faut être mince. Ouais. La fille, elle disait ça parce que j'ai un ami qui a fait un Ironman qui a rien à voir d'ailleurs avec le trail. Et en fait, elle s'est mis dans la tête que, mon ami est mince, il a fait de l'Ironman. Donc l'Ironman c'est un peu courir machin, donc c'est un peu extrême, donc le trail c'est extrême machin, il faut être mince et donc il faut être mince. Et c'est les mêmes principes finalement que la xénophobie ou ce genre de choses, c'est-à-dire on ne connaît pas un sujet, on va généraliser quelque chose et on va s'imaginer tout un truc et qui va nous bloquer et qui va aussi nous freiner. Et c'est en fait il manque aussi d'ouverture, de curiosité. Est-ce que vous est-ce que c'est ça, vous avez identifié quand même certains? Parce qu'on est tous sujets à ça, hein, bien sûr. Avant même de commencer, tu vois, moi j'avais mon premier objectif quand j'ai commencé le running, c'était de faire un 5 km. Et quand j'ai accepté ce truc-là, c'était un média qui m'avait invité à le faire. Le lendemain, je me suis dit, mais jamais je vais réussir. En fait, je sais pas pourquoi j'ai dit oui sur le coup, mais jamais je vais réussir. Et pourquoi je me suis moi-même limitée comme ça? Je pense que c'est encore une fois lié à l'enfance, encore une fois lié à l'expérience que tu peux avoir du sport, où on disait que t'as pas fait un bon temps et puis là t'as été nul et puis machin et tout. Et je pense que c'est un truc qui reste en toi et t'as besoin de le déconstruire. Et je pense que comme elle le disait dans l'interview, l'identifier, prendre conscience de ça, c'est déjà un pas énorme. C'est vrai. Puis sur le trail aussi, pour avoir déjà été dans la course à pied sur route avant, mes croyances limitantes personnellement c'était sur l'équipement. Et vraiment, je pense qu'on parle aussi de représentation, etc. Et tu vois toujours des personnes qui sont super équipées, etc. Et tu te dis que c'est vraiment un investissement. Et la représentation, pareil, on dit des hommes secs, etc. Et du coup, tu te dis cette discipline, c'est pas forcément la meilleure pour moi. C'est vraiment intéressant tout ce côté-là. Et c'est vrai que sur l'équipement, des fois, tu peux te dire. Ouais, t'as tout de suite besoin, toute une artillerie et tout. Et en fait, tu perds un peu ce rapport, cette simplicité avec la course à pied alors qu'elle est là. Et finalement, c'est vrai ce que disait Anaëlle, c'est que le trail, tu peux quand même assez vite performer. La course à pied, c'est pareil. Tu vois, c'est un sport où au bout de 3-4 ans, si t'es un petit peu régulier, tu ne vas pas devenir un athlète de très haut niveau, mais tu vas performer. Alors que t'as d'autres sports, c'est vrai que si on parle de la boxe, c'est compliqué, tu vois, la barrière à l'entrée, elle est beaucoup plus forte. Le trail, finalement, avec un petit peu de régularité, et puis en plus, tu vois très vite les progrès. Tu vois ton corps changer très très vite, tu vois que tu te sens déjà mieux. C'est vrai que c'est un sport, en fait, accessible. Et en fait, c'est l'inverse de ce qu'on peut penser, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Zoé. Ouais, tout à fait. C'est carrément accessible en soi, bizarrement, par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est une discipline ouverte. Et en plus, on a parlé beaucoup de performance. Je trouve que le trail, c'est vraiment... Le rapport avec la nature, quoi. On est poussé aussi par ça et par se dire, on retourne aux origines même de l'être humain, quoi. Et c'est vraiment, c'est un cadre spécial et c'est tout un contexte qui fait que on n'est pas à courir sur les quais de Seine, quoi. On est vraiment à Chamonix avec 50 cm de neige, quoi. Ouais, c'est cette reconnexion un peu à la nature, à la simplicité. Alors, on parle beaucoup de la dimension mentale dans le sport. Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous avez un peu appris dans le sport est transférable sur votre vie au quotidien? Parce que tu me disais tout à l'heure, on m'a dit 5 km, mais je suis pas capable, machin, c'est ça. Finalement, tu t'es entraîné, tu as vu que tu étais capable, et puis tu es même allé plus loin. Et à un moment donné, on se dit, mais est-ce que la vie, c'est pas aussi un peu comme ça? Est-ce que je suis pas capable aussi de créer ma boîte, de faire ci, de faire ça? Et en fait, le sport, c'est aussi un moyen, tu vois, de nous ouvrir l'esprit sur nos capacités, sur nos croyances limitantes. Et je pense c'est aussi ça, une vertu du sport. C'est on se dit finalement, je suis capable de tout, quoi. Il suffit juste que je me donne les moyens, je m'investisse et je peux réaliser presque n'importe quoi. C'est ça la confiance en soi avec le sport. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui devrait être mis en avant dès petit quand tu commences le PS et te montrer que, t'en es capable et tu vas avoir confiance en toi. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est une période où tu te construis en plus. Donc t'as besoin de tout ça. T'as besoin qu'on te montre que tu peux y arriver. Et j'ai l'impression qu'on fait tout l'inverse aujourd'hui. Donc oui, moi complètement, je sais que de réaliser ces petits objectifs à chaque fois, ça me permet de me renforcer, de me donner du courage, de me dire que aussi bien sportivement que professionnellement ou personnellement, je peux être capable de plus que ce que je pensais de base. Zoé, quel conseil toi tu donnerais aux personnes qui souhaitent pourquoi pas se lancer eux aussi dans le trail, tu vois, voilà. Quel conseil tu leur donnerais pour pas hésiter, pour y aller, pour justement se dire ils sont à leur place?
Ouais, je dirais bienvenue. On est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à demander en fait aux autres, aux personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux ou même à vos copains, à votre copain là qui a couru l'Ironman, des petits conseils en fait, juste ou même de l'accompagnement. Courir avec quelqu'un au départ, ça peut aider aussi à se motiver et juste pas regarder les performances au départ. Pour moi, c'est vraiment juste aller aux sensations, se challenger et puis et ça booste vraiment. On a parlé du rapport à la vie professionnelle. Personnellement, le sport, c'est ce qui me motive dans ma vie perso, de me dire mais attends, t'as couru un marathon, rien n'est insurmontable quoi. T'as fini les 12 derniers kilomètres presque en larmes parce que c'était dur, mais tu l'as fait quoi et vraiment c'est vraiment pour moi le moteur de tout le reste quoi, de l'équilibre, de la santé mentale et il faut vraiment que tout soit aligné aussi pour être épanoui. N'hésitez pas. Et puis entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vous encouragent. Voilà. Parce que des fois, on peut voir les personnes qui disent ah mais non, t'es capable, t'es machin, tu fais attention, c'est dur, c'est dangereux. Non, entourez-vous de gens bénéfices. On parlait de tout à l'heure des comités de runners. Alors là, on a la chance pour cet épisode d'être accompagné par Nike, mais il y a le programme membership de Nike. Justement, on peut s'inscrire, rencontrer des athlètes, aller à des événements, participer à des courses. C'est gratuit en plus. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce genre d'initiative, il faut en profiter parce que ce côté collectif, c'est vraiment important. Merci à toutes les deux, merci Zoé, merci Sarah pour votre échange. Merci voilà, moi beaucoup. j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Je trouve que vous êtes de belles personnes, vous incarnez de belles valeurs et je me suis aussi beaucoup identifié. J'espère que mes auditeurs aussi. Et puis c'est bien aussi de montrer que j'ai appris des choses. Vous voyez, moi je rencontre des athlètes de très haut niveau. J'ai la chance d'avoir rencontré des athlètes incroyables. Tout le monde ici est la bienvenue pour parler de course à pied. Il n'y a pas besoin d'être un champion à un grand niveau. Nous, on veut donner la parole à tout le monde. On peut tous apprendre des uns des autres. Et croyez-moi, même les athlètes de haut niveau, des fois, ils sont très admiratifs de certains défis que peuvent faire les amateurs parce que justement, ils savent qu'ils ont une vie famille, un travail à côté et ils sont vraiment impressionnés. Il faut arrêter de penser que on va donner la parole qu'aux élites et les personnes qui pensent ça. Voilà, tout le monde est la bienvenue ici. Il faut être passionné, il faut aimer le sport et ceux qui veulent partager. Voilà, on apprend des uns des autres. Et je voulais le dire, profitez de votre présence pour le dire et le revendiquer parce qu'on est très fiers de ça chez D'un Tête d'un Coureur et donc voilà, ils peuvent nous attaquer sur ça, il n'y a pas de problème. Nous on assume à 100% et ça continuera comme ça. Merci à toutes les deux, bonnes aventures sportives pour la suite. Merci infiniment à Nike d'avoir rendu cet épisode possible et de nous accueillir là dans ce beau chalet. C'était très enrichissant. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast D'un Tête d'un Coureur. À très bientôt et vive le sport.